quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous prenons le temps de décrypter un cas d'investissement avec le prisme de l'analyse fondamentale. Et ce sont les équipes de Clartan Associés qui nous accompagnent pour ce rendez-vous. Elisabeth de Saint-Léger est à mes côtés, gérante chez Clartan. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Grégoire. On parle avec vous ce mois-ci d'une société néerlandaise qui s'appelle Arcadis, qui se présente comme leader du conseil et de l'ingénierie durable. C'est une capitalisation de taille moyenne, autour de 5 milliards d'euros, cotée notamment sur le marché d'Euronext à Amsterdam. Société qui a été fondée il y a longtemps, qui a beaucoup plus d'un siècle maintenant, fin 19e, aux Pays-Bas donc, qui est un pays, et j'imagine que ça explique aussi le positionnement de l'entreprise aujourd'hui et de ses métiers, un pays sous forte contrainte environnementale, notamment du fait qu'une majorité ou une grande partie du pays se situe sous le niveau de la mer. Oui, effectivement, on va dire que les racines historiques d'Arcadis sont une expertise dans la gestion de l'eau, puisqu'ils ont contribué à rendre des terres inondées habitables et cultivables. Et elle a accumulé des expertises dans des domaines connexes, dans l'environnement, les infrastructures et puis les bâtiments. Et elle a enrichi son portefeuille à la fois de façon organique et par des acquisitions. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire quand il se présente leader du conseil et de l'ingénierie durable? On sait que le marché du conseil et de l'ingénierie dans le monde, c'est un marché qui est quand même très fragmenté. Ouais. On peut avoir des sociétés avec des parts de marché importantes, mais ça reste quand même un marché fragmenté. Qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils se présentent de cette manière-là, concrètement? Alors, en fait, ils sont vraiment sur des marchés qui sont portés par ces thématiques de la durabilité. Alors, au départ, c'était un peu par construction. Ouais. Et puis, ça devient de plus en plus un choix du fait des marchés auxquels ils s'adressent, qui sont mus par l'urbanisation croissante, les besoins en énergie, en eau, les besoins d'efficacité énergétique. Et eux, ils ont des compétences pour pouvoir accompagner leurs clients sur ces enjeux de transition énergétique, de décarbonation, de digitalisation, d'industrie du futur, de mobilité intelligente, comme on dit. Oui, bien sûr. Il y a plein de choses smart. Oui, tout est smart oui, aujourd'hui. Oui, évidemment. Et la mobilité. C'est pas ici qu'on dira le contraire. Voilà. Et donc, ils ont ces compétences et ils concentrent leur énergie sur ces compétences-là parce que ce sont des vecteurs de croissance pérenne. Ouais. Ça, c'est ce qui les caractérise aujourd'hui dans cet univers du conseil et de l'ingénierie au sens large. Oui. Ce positionnement sur ces métiers, sur ces tendances lourdes. Oui, aussi le fait qu'ils sont un pure player, parce que souvent les sociétés d'ingénierie avec lesquelles ils se trouvent en concurrence peuvent avoir des compétences de construction. Alors eux, c'est pas du tout leur cas. Ils sont que col blanc. D'accord. Ils sont vraiment des pure players et ils cherchent aussi à augmenter en permanence la valeur ajoutée de leurs prestations, notamment en intégrant des aspects de gestion de données et d'analyse de données pour accompagner leurs clients. Ouais. Vous le disiez effectivement, croissance interne et croissance externe dans ces marchés fragmentés. Ils ont acquis un vrai savoir-faire en matière de M&A, de rachat d'entreprises. Elisabeth, sachant qu'il y a eu dans cette histoire-là du M&A chez Arcadis, un avant-après 2014, je crois, qui est l'année où ils ont racheté une grosse société britannique qui s'appelait Hyder à l'époque. Je ne sais pas s'ils ont conservé la marque. Non. Et ça a été pour eux un véritable challenge justement dans cette dynamique de croissance externe. Effectivement, parce que ils ont eu un historique d'acquisition et d'une capacité avérée d'intégration qui s'est déroulée à peu près sans anicroche. Et puis est arrivée cette acquisition-là qui était quand même d'une taille plus importante que ce qu'ils avaient fait jusque-là, qui était aussi une société cotée. Donc, les diligences sont parfois plus difficiles à mener avec le même degré d'aboutissement avant. Ouais. Et ils ont donc trouvé
dans la corbeille de la mariée du très bon. Ils avaient identifié des choses très bonnes, notamment une forte présence qu'ils n'avaient pas au Royaume-Uni, en Australie, et puis aussi un modèle opérationnel qui est excellent, parce que c'est un modèle qui est organisé comme pour les leaders du conseil en informatique, c'est-à-dire un modèle où il y a localement des commerciaux qui travaillent avec les clients et dans des centres d'excellence, des ingénieurs de haut niveau regroupés dans des pays où il y a suffisamment d'ingénieurs. Oui. Voilà, parce que ce talent-là se fait. Mais bien sûr, le monde manque d'ingénieurs. Voilà, et qui permet à la fois un bon effet de levier. On plateformise un peu, c'est ça la matière grise, quoi. Voilà. Ouais. Mais il y avait aussi dans le pot, il y avait un certain nombre de contrats et puis une culture qui n'était pas la même en termes d'efficacité opérationnelle et en termes de pratique commerciale. Ce qui fait que ça a plombé pendant un moment l'efficacité opérationnelle. Ça a notamment tiré pas mal sur le besoin en fonds de roulement parce que les termes dans lesquels les contrats avaient été conclus n'étaient pas au standard d'Arcadis. Je comprends. Et ça a mangé pas mal d'énergie. Alors, il se trouve que c'est arrivé un peu concomitamment avec quelques difficultés conjoncturelles sur certains marchés finaux, notamment au Brésil et puis aux États-Unis. Donc cette fin des années 2010 a été difficile pour l'entreprise, c'est ça? Oui, on peut le dire. Parce que là, ils ont connu un petit phase de décélération. Bon, ça s'est même traduit par le départ du management à l'automne 2016. Une petite phase de repositionnement et un nouveau patron qui est arrivé en mars 2017. D'un monde différent. Le précédent était plus conseil, stratégie, etc. Le patron qui est arrivé en mars 2017, lui, venait d'un autre grand acteur nord-américain d'ingénierie. D'accord. Pur ingénieur. Voilà. Et quelles leçons ils ont retenues de ce passage à vide, de ce changement d'équipe managériale et qu'est-ce que le management a mis en place pour tirer les leçons peut-être de cette acquisition structurante, certes, avec du positif, mais aussi avec du négatif? Oui. Eh bien, ils ont vraiment fait en sorte de reprendre, de resserrer les boulons un peu partout, en termes de culture et de sélectivité des projets. Parce qu'ils ont des très bonnes compétences, ils ont une très bonne image, ils ont un maillage mondial qui leur permet d'être présents dans des très beaux projets auprès de clients de très belle envergure. Mais il y avait ce besoin d'instiller jusqu'au terrain la sélectivité. Alors, ils avaient un motto qui s'appelait « Make every project count ». Et donc ça veut dire que depuis l'appel d'offres jusqu'à l'exécution, il faut être vigilant sur la façon à la fois de choisir. Chaque projet est stratégique. Chaque projet doit être vu comme un projet clé. Et il y a eu un recentrage aussi sur les géographies où ils voulaient être présents. Parce qu'il y a des pays où, soit par absence de taille critique, soit parce que la pratique commerciale dans ce pays-là ne correspond pas à leurs standards, ils ont été capables de refuser effectivement, peut-être de pénétrer certains marchés, d'aller sur certains contrats. Et puis pour des questions de pricing power, et puis de se retirer aussi. Donc, je sais pas, ils étaient milieu des années 2010, ils étaient dans plus d'une quarantaine de pays. Aujourd'hui, c'est 30. Voyez, donc, ils ont fait ces choix et ils ont remis la maison en ordre, quoi.
Quelle est la feuille de route du groupe aujourd'hui, à ce stade, justement, Elisabeth ? Alors, la feuille de route, c'est un prolongement et même une amplification de la feuille de route qui vient de s'achever. Ouais. Parce qu'ils ont fait des plans successifs dont le but était de restaurer les conditions d'une croissance structurelle. Donc là, le dernier qui vient de s'achever, c'est 2020-2023. Ouais, et ils ont fait à peu près 7% de croissance annuelle moyenne sur cette période-là. Et pour les 3 années qui viennent, ils se sont de nouveau fixés un objectif du même acabit. Il y avait un objectif d'amélioration des marges qui a été atteint. Et de nouveau, là, ils veulent encore franchir une marche de ce point de vue-là. Et puis toujours rester attractif pour les talents. C'est ça. Voilà. J'allais demander quel est le risque pour une société comme Arcadis aujourd'hui, voilà, qui a connu ce trou d'air, qui s'est remise en ordre de marche, qui a repris le contrôle sur son pouvoir de fixation des prix, de sélection des contrats, etc. La guerre des talents, ça, c'est un risque permanent. Ça, c'est un enjeu parce qu'ils ont besoin de ces ressources en ingénieurs de qualité. Et je pense qu'ils sont sur des métiers qui attirent parce que c'est très dans l'air du temps d'aider à réaliser ces objectifs. Ça donne du sens. Voilà, ça donne du sens, exactement. Pour toute une nouvelle génération d'ingénieurs qui a besoin de ça, mais c'est normal. Exactement. Mais bien sûr. Donc il y a ça, mais il y a la réalité qui est que beaucoup d'autres, il n'y a pas assez d'ingénieurs. Oui, et qu'il y a beaucoup de concurrents qui recherchent les mêmes talents. J'entends. Donc eux, ils font des académies en interne. Par exemple, ils ont construit une académie de la transition énergétique pour anticiper là-dessus. Voilà. Un mot pour conclure du cours de bourse de la société. Effectivement, j'ai regardé, depuis 2020, c'est une société qui a bien rattrapé, qui a été bien revalorisée. Le marché ne s'est pas trompé, d'une certaine manière. Ouais. Donc, quel est le moteur de croissance boursier pour cette entreprise aujourd'hui ? Là, on est effectivement, je pense, aux alentours du prix, parce qu'on est à 17 fois. Au vu des perspectives de croissance, c'est tout à fait raisonnable. Il n'y a pas de décote manifeste, mais le moteur fondamental est bon, donc c'est une société qui peut accompagner la performance. D'ailleurs, dans notre fonds Midcap, depuis son lancement en septembre 2020, Arcadis est le 2e meilleur contributeur. Voilà. Oui, donc c'est la croissance de l'entreprise, des résultats et de la rentabilité de l'entreprise qui va faire le cours de bourse aujourd'hui. Il y a eu la phase rétablissement de la confiance qui avait été abîmée. J'entends. Ça, c'est fait. Et donc maintenant, on est plus sur une tendance structurelle. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci de nous avoir fait découvrir, en tout cas moi personnellement, le cas Arcadis, cette mid-cap néerlandaise, leader mondial du conseil et de l'ingénierie durable. Elisabeth de Saint-Léger, gérante chez Clartan, qui était avec nous pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Merci.